Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est lundi, il est 22 heures. C'est désormais l'heure du nouveau rendez-vous, Lucarne américaine. On a ouvert la semaine dernière, première session, on continue cette semaine, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat pour cette émission en direct, donc tous les lundis 22 heures. Bonsoir à Romano, à ma foi, à Red qui sont déjà là. On va passer à Al-Rami aussi, le grand vainqueur du Quiz Hello dès 15 ans. Bravo. Bonsoir à toi, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas croisé. Salut à Chris. Bref, voilà. Bonsoir à Biscuit. Voilà, on continue dans le chat, c'est bien. Bonsoir à tous. Donc, je le disais, ravi de vous retrouver. Toujours important de le rappeler. Toujours très important de le rappeler. Quiz gagné de main de maître à Al-Rami. Donc, il faut le rappeler, c'est important. Le principe de l'émission, depuis quand les live hello commencent à l'heure? Ils commencent à l'heure depuis que je peux gérer mon truc tranquillement, voilà, tu vois, je commence à l'heure et 22h c'est plus facile. Autrefois le 9-10 qui était à 21h, je t'avoue que parfois c'était un peu serré, là 22h, franchement, c'est l'heure la plus tranquille, je peux démarrer bien comme il faut. Mes trucs sont prêts à temps et tout, donc voilà, ça commence à l'heure, habituez-vous à ça. Je pense que ça sera à peu près la seule émission qui commencera à l'heure. Même si les lives commencent quand même généralement dans les temps, à 5 minutes près, généralement, voilà. Bref, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Lucarne américaine. Le principe, il est simple. On va passer 1 heure à faire le tour des Amériques avec deux grandes parties dans cette émission. Une première qui va se focaliser sur les 4-5 news, grand max, importantes ou intéressantes à mettre en avant, qui se sont passées dans n'importe quel pays du continent américain, donc ça va partir du Canada jusqu'à la Patagonie chilienne ou argentine. Et ensuite, deuxième partie, il y aura un dossier où on fera un petit focus. Cette semaine, le dossier sera consacré à ce que l'on va appeler la peut-être nouvelle Soccer War qui frappe, entre guillemets, en ce moment les États-Unis, et cette guerre ouverte, lancée, assumée entre la MLS et l'USL et les conséquences que ça peut avoir à plus long terme, parce qu'elles ne seront forcément pas directes, mais on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, ensuite, en dernière partie, forcément, il y a une toute dernière petite partie, c'est les Golasso Hello, qui, je le rappelle, sont spécifiques aux Amériques. C'est-à-dire que vous ne verrez pas dans cette sélection de buts qui ont été marqués en dehors des Amériques. On me l'a fait remarquer. Par exemple, le but de John Book la semaine dernière n'y était pas forcément, puisque la Corée du Sud n'a pas encore été rattachée ni à la CONMEBOL, ni à la CONCACAF. Donc, pour l'instant, on va les laisser en Asie. Quand on pourra lancer Lucarne asiatique, on trouvera les Golasso asiatiques dans une sélection de Golasso asiatiques. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va y aller. On va démarrer tout de suite avec donc les news de la semaine. Et pour les news de la semaine, on va débuter par un retour sur les auditions dont on a parlé la semaine dernière de John Textor devant la commission d'enquête parlementaire au sujet de cette manipulation des matchs et des paris et des liens avec les paris sportifs, de l'influence des paris sportifs sur les matchs brésiliens, pas que de Serie A, je le rappelle, on en avait parlé, on avait dit que ça concernait la Serie A, mais aussi la Série B brésilienne. L'audition avait lieu en même temps que l'émission, elle avait démarré bien plus tôt, j'en avais parlé dans le premier épisode. Elle a été assez longue, elle a duré assez longtemps. Sur la partie télévisée, on a eu beaucoup de questions, des questions parfois un peu, on va dire moyennasse, notamment de la part de Romario. Petite parenthèse, John Textor a une question qui a été posée par Romario, lui a répondu que cette question était idiote. Bref, voilà, ça met l'ambiance. Mais l'ambiance était quand même plutôt détendue. Mais ce qui était plus intéressant, c'est finalement, comme d'habitude, vous allez me dire, ce que l'on n'a pas vu à la télé. Le plus important, c'est déroulé lors d'une réunion, entre guillemets, secrète, tellement secrète qu'on l'a tous su, sans caméra, donc, au cours de laquelle John Textor a remis à la commission d'enquête un rapport de 180 pages qui contient des preuves présumées, parce qu'on va quand même garder la présomption pour l'instant, de fraude lors de matchs du championnat du Brésil l'année dernière. On sait que, et j'en avais parlé la semaine dernière, ces différentes preuves et ces différentes données ont été apportées notamment par une entreprise qui s'appelle Good Games, qui justement essaye de détecter les manipulations potentielles ou les choses un peu cheloues lors de matchs et de les relier à des mouvements particuliers sur les paris sportifs. Qu'avons-nous su de ce rapport? On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on n'a aucune idée de quelles sont les preuves. Ce que l'on sait finalement, c'est ce que les sénateurs en ont dit à l'issue de cette réunion secrète. Il en ressort donc que Textor aurait montré des possibles mouvements étranges et des déplacements suspects, et surtout
point intéressant, parce que celui-ci, on l'a pas vu venir, il a affirmé que tout ce qui est montré aux spectateurs et à la télévision, donc, et aux arbitres sur le moniteur du VAR, n'est pas fidèle à 100% à ce qui s'est réellement passé. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Ça n'a pas été non plus précisé que ça derrière, hein. Donc voilà, on nous a juste dit que ce que l'on voyait lors de l'intervention de la vidéo, des arbitres vidéo, et ce que les arbitres vidéo envoyaient à l'arbitre principal n'était pas fidèle à 100% à ce qui s'est passé sur le terrain. Pour cela, il a montré des comparaisons, donné des exemples, et c'est ce qui a le plus marqué. Voilà. On va en parler dans un instant de la réaction des autres clubs, Red Rouge, parce que pour l'instant, c'est un peu silence radio de la part de tout le monde, et je vais en parler dans un instant. Ce que, je le disais, cet élément-là a vraiment marqué les esprits. Tous les sénateurs qui étaient présents dans cette commission et qui sont intervenus et qui ont expliqué derrière, hein, qui ont témoigné derrière, pardon, c'était le mot, ont souligné le travail de Textor. Georges Kajourou, le président de la commission, je vais le citer, hein, il a déclaré « Nous sommes arrivés à une conclusion simple et objective. Nous avons eu connaissance de diverses indications. Nous ne voulons pas parler encore de preuves. Il s'agissait d'indications très importantes. Je veux dire, nous avons participé à une conversation de plus d'1 heure. Il y avait beaucoup de contenu. Il n'en a pas dit plus. Je rappelle que c'est donc le président de la commission. Ce qui est certain, c'est que ça donne un coup de pied dans la fourmilière. Je le disais, beaucoup de sénateurs se sont demandé surtout pourquoi la CBF n'avait jamais mené d'enquête à la suite de ces documents, à la suite des... On le rappelle, hein, Textor a souvent dit qu'il y avait un problème et que voilà. Il y avait donc, comment dirais-je, beaucoup d'éléments sur des sénateurs voulant enquêter sur pourquoi la CBF, et en gros, la CBF va aussi devoir s'expliquer, puisque pour ces sénateurs, il y a beaucoup d'éléments présents dans le document, je les cite, hein, arguant qu'il y a des éléments techniques sur lesquels s'appuyer pour enquêter. Donc, ils ont souligné qu'il y avait des preuves pour chercher à obtenir plus de détails là-dessus. Des témoignages d'autres personnes vont être lancés. Je rappelle que la commission prévoit de faire témoigner Leila Pereira, qui est la présidente de Palmeiras, qui a souvent été bousculée par Textor, prévoit aussi d'interviewer Julio Casares, le président de Sao Paulo. Je rappelle donc que cette commission doit mener ses travaux sur 6 mois, qu'elle a une possibilité de les prolonger de 3 mois supplémentaires, et qu'à l'issue de cette période, il y aura un rapport complet qui reprendra ses conclusions et qui pourra être transmis, pourrait, choisissez le temps que vous voulez, être transmis au ministère public ou au procureur général fédéral afin que l'on puisse établir la responsabilité civile ou pénale de ceux qui ont fraudé s'il y a eu des fraudes ou adopté d'autres mesures juridiques. Donc, tout cela pour dire que on l'attendait au tournant, le John Textor. Il a montré des choses qui ont, semble-t-il, convaincu pas mal de sénateurs. En tout cas, les ont convaincus d'aller creuser un petit peu plus loin. La CBF, que Textor a souvent fracassé, va devoir s'expliquer. Et donc, attention aux conséquences que cela peut avoir. Est-ce que le fait que ce soit un étranger fait que ces accusations soient prises avec condescendance ? Justement, Biscuit, pas du tout. Pas du tout, parce que franchement, en plus, vous pouvez le voir, hein, j'en parlais la semaine dernière, c'était sur TV Senado, c'est disponible sur YouTube, vous pouvez revoir tranquillement les auditions. Va falloir s'accrocher, c'est long. Hein. Mais concrètement, non, il n'y a pas eu d'agression ni des uns ni des autres, il n'y a pas eu véritablement de condescendance. Un petit peu de désinvolture dans la façon de se tenir et de parler de la part de Romario, mais ça, c'est autre chose. Mais pour le coup, j'ai presque envie de dire que Textor sort de là avec une certaine crédibilité, et en tout cas, donc, va lancer potentiellement des enquêtes un petit peu plus. On attend beaucoup de cette commission, donc on verra bien. Des magouilles dans le monde du foot, quel heureux hasard que de telles choses soient suspectées dans la grande famille du foot. On est d'accord, Al-Rami, mais tu vois, pour le coup, là, ce sont des sénateurs qui, pour le coup, vont mener véritablement l'enquête. Alors, indépendamment de ça, rien à voir, hein, forcément, mais bon, ça fait toujours rigoler. Vous vous souvenez très probablement de ce fameux Botafogo Palmeiras, de ce retournement de situation et du craquage de John Textor à l'époque. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez l'image. Si vous êtes en direct, forcément, vous la voyez.
Textor, lui, par rapport à ses propos qu'il avait tenus, hein, en disant qu'il avait été volé, que c'était corrompu, etc., il a été suspendu 45 jours et condamné à une amende de 100 000 reais par le tribunal du tribunal du sport pour ces propos-là qu'il avait tenus. Bon, il a déjà purgé une partie hein, de cette peine l'année dernière, donc en fait, il lui reste plus que 17 jours à purger pour cette peine-là. Concrètement, cette peine, elle n'est pas terrible, hein. C'est juste que cette sentence lui interdit de se rendre sur les terrains, sur les bords des terrains, les jours de match du Botafogo. Donc voilà, c'est une sanction habituelle. N'y voyez aucun rapport pour le coup. Mais voilà, c'est assez amusant de voir que d'un côté, il y a la sanction qui tombe parce qu'il a traité tout le monde de corrompu, et d'un autre côté, quand il va devant la commission du Sénat, eh ben, on l'écoute. Donc voilà, salut à Guillaume qui est dans le chat et qui continue de nous rappeler que Textor aime bien la bière. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il en ressort, hein. Je disais qu'on ferait une suite sur ces éléments-là, sur cette audition, ces auditions de John Textor devant la commission. Voilà ce qu'il en est. On va attendre la suite des travaux. Je le rappelle, 6 mois de travaux et une possibilité de prolonger de 3 mois. À mon avis, ça va prolonger un petit peu à ce rythme-là. Mais bon, on va attendre aussi maintenant avec grande impatience et grande curiosité la présidente de Palmeiras et le président de Sao Paulo qui vont donc être convoqués pour s'expliquer. Espérons qu'à ce moment-là, on nous montrera aussi quelques éléments que Textor a probablement mis dans ce dossier. Bref, voilà pour John Textor, voilà pour le Brésil. On était au Brésil, on va bouger un petit peu, on va aller du côté du Chili. Il y a quelques semaines, une dizaine de jours, à l'heure où on fait cette émission, une dizaine de jours, il y avait un classico entre l'Universidad Católica et Colo-Colo. Ce classico a été remporté par Colo-Colo sur cette tête que vous voyez, si vous êtes sur la vidéo, de Arturo Vidal. Oui, le Rey Arturo ne fait pas que du cheval à Colo-Colo, il lui arrive de marquer des buts. Bref, mais ce match-là a plus marqué les esprits pour autre chose, pour Thiago Nunes, qui a lancé une petite affaire. Thiago Nunes est l'entraîneur de la Católica depuis quelques semaines, hein, au pluriel, puisque voilà, hein, ça a beaucoup bougé du côté de la Católica après un début de saison compliqué. Et Thiago Nunes, il va être convoqué ce mardi, donc demain, par le comité de discipline de la fédération chilienne. Parce que, pour une raison toute simple. Alors, vous le voyez sans doute, Arturo Vidal ne prend plus la voiture après avoir bu, c'est nouveau ça. Mais non, je ne lirai pas ta blague, Biscuit, je vois que monsieur est très en forme, mais bon, voilà. Donc, Thiago Nunes, nouvel entraîneur de la Católica. La Católica a perdu ce match-là. Et ce qu'il s'est passé, c'est quelque chose que vous voyez probablement à peu près tous les week-ends sur les bancs de touche, en Europe, n'importe où. Il y a toujours, parmi les membres du staff, quelqu'un qui a une tablette. On l'entend parfois avec la Ligue 1 quand les assistants revoient, ou même fois le coach vient jeter un coup d'œil sur une tablette pour voir une rediff. Concrètement, notre cher ami Thiago Nunes, il a été pris par la patrouille en train de regarder, vous voyez cette image, on est à 3 minutes de la fin du match, avec son assistant Rodrigo Valenzuela en train de regarder sur une tablette ce qui se passait sur le terrain. Bon, jusqu'ici vous allez me dire, bon, pas de quoi fouetter un chat, sauf que c'est pas aussi simple. L'arbitre de la rencontre, Héctor Jona, a consigné dans le rapport de match que Thiago Nunes et Rodrigo Valenzuela ont donc utilisé cette tablette dans le but, je le cite, de désapprouver les décisions arbitrales. Ceci est dans le règlement de la compétition chilienne, de première division chilienne, et donc condamnable. Et c'est pour cela que les deux sont convoqués par la commission de discipline qui se tiendra demain. Thiago Nunes a réagi en expliquant qu'il utilise une caméra tactique. Bon, vous prendrez la conclusion que vous en voulez sur la notion de caméra tactique qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le terrain. Et je le cite, grâce à cela, nous cherchons toujours à savoir où nous pouvons prendre l'avantage et dans quel compartiment du jeu nous souffrons. Voilà. On va voir si cet argument passe. Ce qui est quand même assez intéressant et assez rigolo dans cette histoire, voilà, c'est que la logique aurait voulu que si Héctor Jona les avait gaulés pendant le match,
on l'a vu, hein, c'est passé à la télé, 87e minute, vous l'avez vu, vous avez vu l'image. Si l'arbitre de la rencontre les avait chopés pendant le match, il pouvait les expulser. Sauf que notre cher ami ne l'a pas vu pendant le match et il s'est servi des images télé qu'il a vues après coup, donc pour rajouter cela dans son rapport. Voilà, une caméra tactique, je ne sais pas ce que c'est, Red le rouge, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un drone au-dessus du match, c'est possible, on verra. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que l'arbitre l'a donc accusé, en gros, il s'est fait gauler au VAR, du VAR, enfin, vous voyez, il y a une espèce de mise en abîme assez magnifique dans cette histoire. Il passe demain, il a dit qu'il irait témoigner sans problème, que s'il fallait y aller, il irait, mais il préférait que son club y aille parce que c'est pas forcément quelque chose qui semble l'inquiéter plus que ça. Il risque très franchement, une suspension d'un match, donc c'est pas non plus la fin. La fin du monde, mais voilà, c'est juste la petite nouvelle assez amusante du week-end au Chili. Attention, messieurs, si jamais vous commencez à regarder sur des tablettes au bord du terrain, vous pouvez vous faire gauler. En tout cas, on a appris aussi que au Chili, c'était passible d'une exclusion et donc de sanctions, que ce soit pour l'entraîneur, donc avec des suspensions, ou pour le club qui peut payer des amendes. C'est dans le règlement, tout simplement, de la Première Ligue chilienne. Bref, réponse demain, on en saura plus à ce moment-là. Je le disais, voilà. Est-ce qu'on sait si c'est autorisé en Ligue 1? C'est une très bonne question, OATRT, parce que justement, je le disais à l'instant, c'est dans les règlements de la Ligue chilienne, à voir si c'est dans le règlement de la Ligue 1, à savoir si aussi, quand ils apprendront que ça existe, ils s'amuseront pas à le faire aussi dans certains championnats européens. Mais voilà. Et il va falloir aussi savoir ce qu'il était en train de regarder à la 87e minute, Thiago Nunes. Quelle séquence du match il était en train de regarder, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là. Bonsoir à Isanoé qui arrive encore à la bourse, c'est pas grave. T'as raté Textor et t'as raté Thiago Nunes qui se fait griller par la patrouille au Chili. On va aller sur la dernière news de la semaine, parce qu'elle va être un petit peu plus longue, on va prendre un petit peu plus de temps. Je le disais, cette émission, elle sert aussi pour moi à prendre le temps de parler de championnats que je suis toujours, forcément, mais sur lesquels j'ai pas forcément beaucoup le temps d'écrire. Il finissait son épisode de Peppa Pig, si ça se trouve c'était ça, le pauvre. Mais bon, bref, on verra ce que ça va donner. Donc je le disais, cette émission, elle sert aussi à parler de championnats sur lesquels j'ai pas le temps d'écrire. À l'exemple à l'instant, hein, le Chili, que je continue de regarder. Et aussi, là, on va aller chez le pays préféré des Chiliens, et inversement, on va aller donc pas au Pérou, mais à côté, en Bolivie. On va aller en Bolivie, on va parler de Bolivie. Alors, on va pas parler de la décision de la CONMEBOL de ramener une finale continentale en Bolivie pour la 5e fois de son histoire en incluant les Copa América, puisque la Copa Sudamericana 2025 verra sa finale se disputer au Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. À voir si ça change pas d'avis d'ici là, on verra. Mais en tout cas, on va pas. Voilà, je l'évoque, mais c'est pas l'objet du débat. Non. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la finale du championnat, la finale du tournoi d'ouverture, puisqu'on a séparé en ouverture et clôture, peut-être aussi vu le bazar que ça a été l'année dernière avec un championnat qui a failli être annulé, qui a suscité beaucoup de choses. Vous vous en souvenez, on en avait parlé dans le 9-10 avec les accusations de matchs truqués, justement, hein, la bise à Textor. Vous le voyez, vous avez le tableau final de cette saison qui s'est disputée avec une phase de groupe dans un premier temps et ensuite une phase à élimination directe. Vous avez le résultat de cette phase à élimination directe et vous connaissez probablement pas, si vous n'êtes pas des amateurs de football bolivien, la plupart des logos que vous voyez. Alors vous allez reconnaître forcément Bolivar et The Strongest qui se sont fait éliminer. Et vous allez voir surtout 2 finalistes que vous ne connaissez pas, puisque cette finale va juste opposer 2 débutants à ce niveau. À votre gauche, en rouge avec ce U, l'Universitario de Vinto, et à votre droite, avec ses couleurs un peu brésiliennes, San Antonio Bulo Bulo. Alors ces noms vous disent forcément, ou peut-être rien, c'est normal, vous inquiétez pas, surtout si vous suivez pas le football bolivien. Mais on va quand même prendre un peu le temps de se poser et de voir comment ces clubs ont pu arriver en finale déjà, mais qu'est-ce qu'ils font en première division bolivienne? Parce que l'histoire est aussi intéressante par rapport à cela. On va revenir un petit peu en arrière, on va rappeler un petit peu tout le contexte donc, si vous n'êtes pas des habitués de football bolivien.
La première division bolivienne compte 16 clubs. Pour y accéder, il n'y a pas véritablement à proprement parler de deuxième division comme on le connaît chez nous, mais il y a une sorte de vaste marathon que l'on appelle la Copa Simón Bolívar. Si je caricaturais un peu, je dirais que c'est une coupe nationale avec plusieurs phases, un petit peu, si vous connaissez un petit peu ce qui se passe chez le voisin péruvien, un petit peu comme c'était le cas avec la Copa Pérou, qui elle aussi jusqu'en 2022 permettait à son vainqueur d'accéder à l'élite. Voilà, concrètement, c'est une sorte de coupe, je le disais, donc elle se joue en 3 phases qui sont pas forcément toujours organisées de la même manière, ces phases, hein. Parfois c'est des éliminations directes, parfois c'est des phases de groupe, ça dépend aussi du nombre de participants. Pour vous donner un exemple, ils vont être 66 clubs à y participer cette année. L'année dernière, ils étaient 40, donc forcément, ça implique des organisations différentes sur les différentes phases. Bref, ce qu'il faut retenir sur la Copa Simón Bolívar, et pour faire simple, parce que j'ai pas envie de vous noyer dans les différents trucs, il y a une phase régionale dans laquelle les équipes s'affrontent au sein de leur département, donc des équipes élues entre guillemets, les meilleures équipes des départements de chaque département s'affrontent au sein de leur département. Ensuite, on a une deuxième phase, c'est là où je disais que parfois élimination directe, parfois une nouvelle phase de groupe. Et à l'issue de cette deuxième phase, il reste 24 équipes, et là, on passe sur une formule de coupe classique. On passe avec une formule de coupe classique, même moins de 24 équipes, puisqu'on arrive avec des huitièmes de finale, il reste 16 équipes, avec huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale, le tout en aller-retour. Donc vous voyez que c'est quand même assez long, que ça vous occupe une très très bonne partie de la saison. Et à l'issue de tout cela, le vainqueur gagne l'accession directe à la première division bolivienne. Le finaliste, lui, joue un match de barrage contre le barragiste de cette première division bolivienne. Alors, c'est ici que va entrer l'histoire de nos deux équipes, avec l'Universitario de Vinto, qui, en 2021, a remporté cette épreuve, et avec, à l'époque, donc, la Fédé lui avait dit bienvenue en première division, en division professionnelle. Ils ont gagné leur place en première division en 2021. Vous notez qu'ils y sont toujours, donc ils y sont restés. Et de son côté, San Antonio Boulot, donc, et lui est arrivé l'année dernière. Alors lui ne l'a pas remporté, il était finaliste malheureux, et lui a gagné pour le coup son match de barrage pour accéder cette année à l'élite. Donc vous commencez à mesurer que l'histoire elle est assez folle. Vous avez d'un côté une équipe qui arrive en première division en 2021, une autre qui arrive cette année, et elles sont toutes les deux en finale. Alors, vous avez peut-être vu des choses assez intéressantes, et vous voyez donc on est sur deux petites équipes, qui viennent toutes les deux d'ailleurs de la même région, hein, de la région de Cochabamba, qui est vraiment si vous connaissez pas un petit peu la géographie bolivienne, c'est la région qui est au centre, vraiment au cœur de la Bolivie, Cochabamba. Pour vous donner une idée, c'est le seul département qui n'a aucune frontière avec un autre pays. Tous les autres sont autour en fait, hein, concrètement, si vous voulez, voilà, pour schématiser un petit peu cela. Bref, on a donc deux petites équipes, je le disais. L'une a découvert la première division en 2022, l'autre vient de la découvrir. Alors, vous avez peut-être vu quelque chose d'intéressant quand vous avez vu l'annonce de Universitario de Vinto. C'est ce logo. Ce logo doit, si vous êtes des amateurs de football sud-américain, vous faire penser à une équipe. San Antonio, sur le graphiste, avait la flemme de faire un écusson, c'est aussi une franchise brésilienne, c'est possible. Faudrait lui en parler au graphisme, mais plus que tu parles de logo, alors ami, ce logo d'Universitario de Vinto doit vous rappeler forcément quelque chose, le logo d'Universitario, le grand club péruvien. C'était d'ailleurs, à l'origine, ils avaient les mêmes couleurs, le même surnom, les Crémas. Pourquoi je dis à l'origine? C'est parce que depuis, cet écusson a été modifié, voilà, vous le voyez, avant 2022, a été modifié pour devenir un petit peu plus foncé sur les rouges et pour inclure une pomme en plein milieu, la pomme qui est le fruit de la région de Cochabamba. Pour vous avoir quelques idées, ce club a été fondé quand même en 2005 par des potes de fac. Concrètement, ils se sont rencontrés à la fac, d'où le nom. Et donc, vous voyez, c'est un club très très récent qui est en train, tout simplement, d'écrire son histoire. De son côté, San Antonio Boulot, puisqu'on on va remettre le logo qui plaît tant à Alarami. C'est vrai qu'il y a un côté Brésil quand même, hein, c'est un peu le logo du Brésil. Mais bon, bref. Il a été fondé en 1962 et lui, il a gagné son tournoi départemental. Vous vous rappelez, hein, il faut les meilleures équipes du département pour participer à la Copa Simón Bolívar. Il l'a gagné pour la première fois en 2021. Ce n'est pas leur boulot, non.
J'étais sûr, j'attendais que quelqu'un me la fasse, celle-là. Il a donc gagné son tournoi départemental pour la première fois en 2021. Il a découvert la Copa Simón Bolívar en 2022. Il l'a redisputé l'année dernière et donc il a été finaliste. À sa tête, un Brésilien nommé Thiago Leitão, qui lui a fait une carrière en Bolivie. Hein. Il est passé en tant que joueur, il a fait une carrière avec. Il est passé notamment du côté de Jorge Wisterman, où il a été même meilleur buteur de l'Apertura 2003. Pardon. Il a joué à Bolivar, il a joué au Strongest, il a même été directeur sportif du côté de d'Always Ready. Après Colo Colo, boulot boulot. Bientôt c'est dodo dodo. Salut SCB. Ouais, non mais c'est ça, on aime bien répéter, c'est pour bien appuyer. Bref, ce qui est intéressant dans ces deux équipes-là, donc à sa tête c'est un Brésilien. Tactiquement, ils font des choses quand même très intéressantes. Ils sont pas révolutionnaires, mais ils font des choses, ils sont très disciplinés, très organisés. Et ça va très très vite devant. C'est une équipe très très compliqué à jouer. Je vais en parler dans un instant, mais c'est une équipe qui cette saison a fracassé à peu près, abattu, vous l'avez vu dans le tableau, je peux vous le remettre. Ils ont battu, il est où mon tableau? Il est ici. Ils ont éliminé Bolivar en quart de finale. Ils avaient mis 5-1 à The Strongest, je vous montrerai dans un instant, parce que c'est aussi ce qui est intéressant, et ça crée des histoires. Juste petite parenthèse, parce qu'on parle de Bolivie, et c'est vrai que souvent avec la Bolivie, on parle de clubs qui sont bizarrement gérés. Pour le coup, ils ont tous les deux un point commun, c'est qu'ils ont une masse salariale très faible qui leur permet justement de tenir leurs engagements auprès des joueurs. Par exemple, pour San Antonio, la masse salariale, c'est 70 000 $ par mois. Donc vous voyez, ça va pas très haut, mais ça leur permet justement de pouvoir véritablement payer les joueurs. Donc voilà, au moins c'est un système qui fonctionne. Et ce que je disais, c'est que ça permet aussi des histoires folles. C'est aussi pour ça, parce que c'est vrai qu'on insiste parfois sur les dérives, notamment en Bolivie, parfois au Paraguay, parfois dans ces championnats-là. On a des choses quand même, on a des histoires. Et il y a une histoire absolument incroyable du côté de San Antonio, c'est celle de Felipe Passadore, qui est argentin. Et ce joueur-là, en novembre 2022, il avait tout simplement posté son CV sur un groupe Facebook qui s'appelle Jugador Libres Buscan Club ou Agente y Pruebas. Donc Pruebas, c'est des mises à l'essai pour 2023. C'est un groupe Facebook dans lequel vous avez des tas de joueurs qui viennent poser des photos, parfois un peu des vidéos. Là, lui, dans son cas, il postait des vidéos et des photos. Il a été formé, ce garçon, à Belgrano, mais il n'a pas été conservé. Il n'a que 23 ans aujourd'hui. Donc à l'époque, vous le voyez, il a 22 ans. Donc il a posé cette annonce. Voilà, je suis libre, je suis disponible, je cherche un club, concrètement. Et quelques mois plus tard, il signe à San Antonio en mars 2023. Est-ce qu'ils ont vu cette annonce Facebook? Peut-être. Est-ce qu'un agent a vu cette annonce Facebook et l'a proposée ensuite à San Antonio? C'est possible aussi. Le fait est qu'en mars, il arrive à San Antonio pour disputer cette fameuse Copa Simón Bolívar. Et le garçon claque 13 buts en 19 matchs, meilleur buteur du club, qui obtient l'accession. Son contrat est donc renouvelé en janvier dernier. Et là, que se passe-t-il avec notre cher ami Felipe Passadore? Il est tout simplement meilleur buteur de l'Apertura avec 10 buts. Je peux vous montrer aussi ce qu'il a fait et ça vous permet de voir quelques buts qu'ils ont mis. Ils ont mis 5-1, hein, vous le voyez au Strongest lors de cette phase. C'est lui, ce numéro 16. Il en a mis 3 ce jour-là. Il en a mis 3. Je vous laisse apprécier les buts si vous êtes sur la vidéo. Il est donc meilleur buteur de l'Apertura avec 11 buts en 12 matchs. Vous ajoutez à ça 4 passes décisives. Donc voilà, c'est aussi ça, l'âme sud, c'est ce genre d'histoire totalement folle, totalement parfois improbable, ou de belles histoires en tout cas. Certains diront que c'est un petit peu les derniers recoins du football authentique, mais c'est vrai que voilà, ça fait aussi plaisir de voir ce genre de choses-là. Je vous laisse déguster la fin des images. Voilà le dernier but justement de Passadore face à The Strongest, qui s'était pris 5-1. Effectivement, quand on s'appelle The Strongest et qu'on prend 5-1 par une équipe qui débute, entre guillemets, en première division, ça pique, et ça a piqué très fort, pour ne rien dire. Le centre sur le 4-1 est incroyable, on est complètement d'accord, il est complètement dingue. Bref, tout ça pour dire, finale de ce championnat, entre Universitario de Vinto et San Antonio Bulo Bulo, c'est ce mercredi 21h heure française pour le match aller, dimanche prochain 21h pour le match retour. Petite précision, parce que vous allez voir que c'est pas anodin cette histoire. Les deux clubs sont déjà assurés d'un ticket continental. Ils ont tous les deux concrètement gagné un ticket continental, puisque
le finaliste ira en Copa Sudamericana l'année prochaine, le vainqueur ira en Copa Libertadores. Imaginez la Copa Libertadores avec ses 3 millions de dollars pour l'un de ces deux clubs-là. Ça peut les faire, voilà, ça va leur faire changer de dimension. Il faudra se méfier, il faudra qu'ils fassent attention quand même. Mais voilà, c'est aussi cette belle histoire que je voulais vous raconter. C'est avec cette belle histoire que je termine les news. Il va nous faire une clause bientôt à ce niveau-là. S'il n'est pas déjà en équipe nationale. Ah non, bah il a 23 ans, Passadore, et puis il ira pas, hein, il joue en Bolivie. Mais bon, tu vois, il est en train de se faire une histoire. Certains gros clubs boliviens commencent à parler de lui. Parce que très honnêtement, pour dire les choses, et pour expliquer un petit peu, SCB, quand tu joues en Bolivie, si tu as un Strongest ou un Bolivar qui vient te chercher, c'est plus les mêmes moyens. Là, pour le coup, le salaire, c'est autre chose. Et tu peux te mettre très bien. Parce que tu peux demander, quand tu joues à Bolivar, ou même, je crois, avec le Strongest, c'est pareil aussi, pour en avoir discuté avec un pote agent, tu vas être payé en dollars américains. Et quand tu es payé en dollars américains en Bolivie, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tout est dans les 3 petits points. Mais voilà, c'est un vrai tremplin. C'est un garçon qui est jeune, il a 23 ans. Donc, il peut tout à fait, après, aller migrer vers d'autres championnats. Non, c'est plus la même. Donc voilà, c'est aussi cette belle histoire. Voilà, il est professionnel en Bolivie. Et l'année prochaine, donc, il jouera, s'il reste avec le club, soit la Sudamericana, soit la Libertadores. Mine de rien, à 23 ans. Voilà, tout ça. On est parti donc de Facebook. Poster une annonce sur Facebook et on termine en compétition continentale et à 180 minutes de décrocher un titre de champion national. Voilà, tout ça. Tout simplement. Voilà, c'est là-dessus qu'on termine les news de la semaine. Vous le voyez, elles étaient un petit peu... voilà, il y avait 3 grandes news, Brésil, Chili, Bolivie. Et on essaiera de faire ça, hein, de faire un petit peu, j'essaierai de piocher des éléments intéressants comme ça chaque semaine. On va passer à la deuxième partie. Accrochez-vous parce qu'on va aller aux États-Unis cette fois-ci. On va passer au dossier sur la nouvelle Soccer War. Alors, pour aborder ce dossier, on va parler de pyramide américaine. On va pas parler de contrat, de DP, de Messi, de droit télé, quoique un petit peu. On va se focaliser sur cette organisation générale du football aux États-Unis. Parce que déjà, parfois, c'est pas forcément très clair pour tout le monde, ça c'est sûr, parce que c'est pas forcément un système très facile à comprendre. Le jeu pyramide, non, on va pas le faire en 3. On va le faire un petit peu plus raide. On va donc se focaliser sur ce qu'on peut appeler la pyramide du foot aux États-Unis. Alors attendez, que je mette le bon visuel. Voilà, cette pyramide. Ah oui, si je l'affiche pas, ça s'affichera pas, forcément. La voici. Alors, on va se poser et on va essayer de bien expliquer. Simplement, je vais aller assez vite sur certains points parce que si on commence à entrer dans le détail, on va perdre tout le monde. Ça va être compliqué. Pour avoir testé sur FM, le règlement est rock'n'roll. Bah, ça va dépendre où tu vas. C'est compliqué. Bref, on y va. Alors, voici à peu près l'état de la pyramide footballistique aux États-Unis en 2024. On en est là à petit peu près. Vous connaissez tous, bien évidemment, la MLS, fondée en 93, première édition en 96, qui est aujourd'hui composée de 29 franchises, bientôt 30 l'an prochain puisque San Diego va arriver, et qui est considérée comme le top tier. En fait, c'est l'élite, c'est la première. Pour schématiser, c'est la première division. C'est le premier niveau de la pyramide, en tout cas. C'est l'étage. Voilà, c'est l'étage supérieur, la MLS. C'est un truc de franc-maçon. Peut-être, attention aux théories du complot, peut-être. J'ai oublié de mettre un œil au milieu, ma foi. Peut-être que tu en vois un caché, attention. Bref, tout ça pour dire. Premier niveau, la MLS. C'est là où Shuttle joue. Exactement, Red. Dessous, donc, deuxième niveau, on va trouver une autre organisation, l'USL pour United Soccer League. Alors, celle-ci se divise en 3 championnats, et vous le voyez, vous voyez ces 3 championnats sur cette pyramide. Vous avez l'USL Championship, qui compte 24 équipes qui sont réparties en 2 conférences, et dont le champion sortant, petite parenthèse, se nomme Phoenix Rising, et dont l'un des propriétaires s'appelle Didier Drogba, ça devrait vous parler. Donc vous avez cette ligue qui est considérée comme l'étage 2 de la pyramide, le deuxième niveau du football aux États-Unis, et en dessous, vous avez l'USL 1, avec 12 équipes, une seule ligue, et encore en dessous, niveau 4 de la pyramide, l'USL 2, dans lequel il y a 128 équipes qui sont réparties en 4 conférences avec 18 divisions. Pour schématiser,
l'organisation United Soccer League, c'est 164 équipes. Vous imaginez, et c'est aussi pour cela, il n'y a pas de problème d'alignement de mon rectangle rouge pour vous indiquer professionnel sur les images, c'est parce que le 4e niveau est semi-professionnel. Vous allez avoir des équipes professionnelles et des équipes amateurs qui se mélangent. Donc toutes ne sont pas pros, mais voilà, c'est à peu près ça. On résume donc MLS niveau 1, USL Championship niveau 2, USL 1 niveau 3, et l'USL 1 dans ce niveau 3, elle est aux côtés de 2 autres ligues, la NISA, qui compte 9 équipes, et dans laquelle, par exemple, le New York Cosmos, quand il est revenu, a fini par s'inscrire avant de se mettre en pause, hein, parce que le Cosmos, pour l'instant, est en pause. Et vous avez un nouveau championnat qui a été créé en 2022 et qui s'appelle MLS Next Pro. Gardez-le bien en tête parce que il est l'objet aussi de toutes ces guéguerres entre USL et MLS. La MLS Next Pro compte 27 équipes issues des 27 équipes réserves de la MLS et 2 équipes dites indépendantes, c'est-à-dire affiliées à aucune équipe de MLS, Chattanooga FC et Carolina Core. La première, Chattanooga, accrochez-vous, hein, je vous ai dit, il faut faire attention, la première venait de la NISA. Donc vous voyez qu'il est possible de s'amuser à passer de l'une à l'autre. Petite précision qui a son importance, je vous avais dit qu'on évoquerait peut-être des droits télé, et pour le coup, on va parler un petit peu de télévision. La MLS Next Pro est diffusée et comprise dans l'abonnement avec le MLS Season Pass de chez Apple. On peut donc, je le disais, transiter entre toutes ces ligues, mais on va rester simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce 3e niveau, on est professionnel, et donc parfois, juste en dessous, on peut l'être, que ça soit en USL 2, en NPSL, en United Premier Soccer League et en NISA Nation. Je ne rentre pas dans le détail de ces compétitions. Pour vous donner une idée, ces 3 dernières compétitions, NPSL, UPSL et NISA Nation, si vous englobez tout, ça fait plus de 400 équipes. Hein, donc vous imaginez, le maillage, il est totalement dingue. Je n'ai absolument aucune idée des salaires, Red, dans ces compétitions-là. Aucune idée. Il y a quand même pas mal de joueurs qui évoluent en USL, qui ont joué en MLS ou qui vont jouer en MLS. Il y a des passerelles entre ces ligues. J'ai pas d'idée. C'est un peu comme le national chez nous. La première année, tu gardes ton statut et tu restes pas longtemps et tu passes amateur. Ouais, c'est un peu ça, SCB. Sauf que là, il n'y a pas d'histoire de perte du statut professionnel ou pas. C'est-à-dire que dans ces catégories-là, tu peux être pro ou tu peux être amateur, concrètement. Alors, je peux vous montrer aussi un petit peu au niveau du maillage ce que ça représente. Quand même parce que c'est important et vous allez voir à quel point ça permet de vraiment l'ensemble de ces ligues, hein, je le disais, le niveau 4 c'est plus de 400 équipes, le niveau 3 c'est plus de 160 équipes, vous voyez ça permet d'y aller à peu près. Voilà à peu près comment sont réparties les franchises en MLS. Si vous voulez ajouter San Diego, il va falloir se placer tout en bas du côté du sud-ouest, en dessous du Galaxy à peu près, hein, grossièrement. Voilà comment elles sont réparties les équipes en MLS. Si vous écoutez cette émission sur la Rediff Podcast, je vous invite à venir sur YouTube parce que vous aurez des images. 70 000 € à l'année pour les meilleurs joueurs en USL. Ça, c'est en USL Championship, hein, Chris. Donc voilà, ça c'est comment sont réparties les équipes en MLS. Vous avez ensuite non, alors c'est pas le bon, c'est celui-ci, l'USL Championship. Vous voyez, voilà, il y a déjà un petit peu plus d'équipes et on est vraiment sur un spectre un petit peu plus large au niveau de la couverture. L'USL 1, la voici. Moins d'équipes, je le disais, mais une répartition aussi Est-Ouest, 2, 3, 4 équipes au centre. Il y en a une qui est encore qui est là. Non, c'est bon, c'est pas dans celle-là où il y a une équipe encore en hiatus, comme ils disent, en stand-by. C'est le cas du New York Cosmos, par exemple. Et vous avez l'USL 2, là, il n'y a pas les noms des équipes, mais vous voyez le maillage qui est plutôt quand même bien dense sur les côtes, un peu moins au centre. Si vous vous amusez un jour à superposer toutes ces cartes-là, vous allez voir que le maillage continental entre ces différents étages de la pyramide est quand même assez large. Voilà le tableau général. Sachez qu'une grande partie de tout ce petit monde-là dispute une compétition commune qui s'appelle l'US Open Cup. La Coupe des USA, c'est pas l'US Open de tennis, c'est la Coupe des USA, la Lamar Hunt US Open Cup. Pour vous donner une idée, l'année dernière, elle regroupait 99 équipes, dont 71 professionnels.
Et on va se focaliser sur cette compétition-là et sur la guerre qui, donc, anime les deux monstres de cette pyramide que sont, vous l'avez vu, la MLS qui est tout en haut et l'USL avec ses 3 divisions qui est en dessous dans la pyramide, mais pas si loin, vous allez voir pourquoi. Parce que ces deux-là sont ouvertement en conflit. Alors je le disais, il y a des passerelles. Je parle pas forcément des joueurs, je parle aussi des clubs. Je vous disais qu'il y en avait un qui avait quitté la NISA pour aller en MLS Next Pro, mais entre USL et MLS, il y en a un petit paquet quand même. Hein. On peut parler des clubs d'USL qui finissent par la quitter pour rejoindre la MLS, donc le trio de la Cascadia Cup, hein, les Timbers, les Whitecaps et les Sounders ont joué en USL, l'Impact de Montréal a joué en USL, et le dernier en date à être arrivé parce que issu de l'USL, c'est Cincinnati, meilleure équipe d'MLS l'année dernière. Cincinnati, on dit même que Cincinnati, à l'époque où ils ont obtenu leur billet pour la MLS, et ça avait été une véritable surprise, il l'avait obtenu parce que tout simplement la ferveur populaire que le club déclenchait en USL avait tapé dans l'œil de Don Garber et du commissionnaire, comme on dit, et de tout le staff. Assez chanceux que vous soyez en live, j'aurais besoin d'un coup de main pour des questions de droit TV. On a des experts du continent Sudam dans le domaine. Essaye de venir soit sur notre Discord, Philucé, soit en DM sur Twitter. Et on essaiera de voir ensemble comme ça. On pourra t'orienter. Bref, on va revenir sur notre histoire. Donc, je le disais, il y a des passerelles. On peut même ajouter qu'il y a une rumeur, et c'est aussi l'objet de cette guerre. Il y a une rumeur avec une prochaine franchise à Indianapolis, parce que la mairie d'Indianapolis a récemment annoncé qu'elle allait faire une nouvelle candidature, un nouvel acte de candidature pour l'expansion en MLS. On rappelle que à Indianapolis, il y a un club d'USL qui s'appelle Indy 11, qui a été 2 fois candidat pour accéder à la MLS et qui a été retoqué à deux reprises. Un club qui, pour le coup, n'a pas été mis au courant par la mairie d'Indianapolis. Et donc, la grande question qui se pose, c'est est-ce que Indy 11 va faire comme Cincinnati, c'est-à-dire devenir l'ancien d'USL qui va en MLS, ou est-ce que, et c'est peut-être la voie qui sera entreprise, il va y avoir par la MLS implantation d'une franchise sur place pour mettre à mal l'USL. Parce que, alors je le rappelle, hein, Indy 11 est en USL depuis 2018, et même si vous voulez savoir, parce que je ne l'ai pas précisé pour pas compliquer la tâche, il y a aussi des divisions féminines pour certains de ces championnats-là. L'USL a sa version féminine, et le vainqueur de la W League, la Women League de l'USL l'année dernière, le tenant du titre, donc c'est l'équipe féminine d'Indy 11. Et donc, il y a, vous voyez déjà, un petit conflit, une guerre de territoire, une guerre pour essayer par la MLS, qui est accusée par certains de venir s'implanter, essayer à chercher à s'implanter et à fracasser des équipes du USL, justement pour éviter le développement de celle-ci. Et au cœur de tout ça, il y a donc cette fameuse US Open Cup. Pour info, et pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a, même si on l'a déjà dit, mais c'est bon de le rappeler. L'US Open Cup, c'est la Coupe des États-Unis. C'est la plus ancienne compétition encore en vie aux États-Unis, nationale. C'est une compétition qui est plus vieille que la Coupe de France et qui opposait, la première édition a eu lieu en 1914. Elle avait opposé, c'est pas le bon, où est-ce que je l'ai mis ici? Je vais vous montrer le premier vainqueur. Le premier vainqueur, c'est Brooklyn Field Club, qui était un club qui a été fondé en 1898 et qui était, le jour de cette finale, à l'époque de cette finale, composé en majorité de joueurs américains. J'en profite aussi, histoire de bien finir la parenthèse et de continuer à enfoncer le clou, qu'à l'époque, le football aux États-Unis était professionnel, et ce, depuis une bonne vingtaine d'années. Je vous laisse comparer avec certaines ligues professionnelles en Europe et notamment en France. Je rappelle que le premier championnat français, professionnel français, il faut attendre les années 30 pour le voir. Je ferme la parenthèse. Vous avez vu ce Brooklyn Field Club de 1914, premier champion de l'US Open Cup. Donc, l'US Open Cup, donc, a été l'objet d'un redéclenchement des hostilités entre la MLS et l'USL. Parce que même si la MLS domine, on va pas se mentir, cette compétition, depuis l'arrivée de la MLS, depuis 96, il n'y a eu qu'un seul club du USL qui a gagné
qui a été champion du US Open Cup de Coupe des États-Unis, ce sont eux. Les Rochester, à l'époque, c'était Rochester Raging Rhinos, donc les rhinos enragés. Magnifique nom de club, hein, quand même. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer le logo, mais il est absolument magnifique. C'est un rhinocéros, donc en colère. Donc c'était trop bien. Et à l'époque, d'ailleurs, les Rochester Raging Rhinos étaient surnommés les Giant Killers, puisque au cours de leur parcours, ils avaient sorti Chicago Fire, Dallas Burn et Columbus Crew et Colorado Rapids en finale. Il y a eu 2 équipes seulement d'USL qui se sont hissées jusqu'à la finale depuis. Charleston Battery en 2008 et Sacramento Republic en 2022. Et eux, sur leur parcours, ils avaient éliminé 3 clubs de MLS. Mais le fait que des clubs d'USL puissent taper la MLS, c'est pas le cœur des clubs de MLS, ça peut arriver, mais c'est pas le cœur du sujet et de la dispute. En décembre dernier, la MLS a annoncé que tout simplement, elle n'avait plus envie d'envoyer ses franchises en US Open Cup et qu'à la place, et c'est là où vous voyez le MLS Next Pro est important, elle voulait envoyer ses équipes réserves, donc les équipes de MLS Next Pro. Forcément, la fédération de football américain, elle n'a pas forcément apprécié l'histoire, surtout que vous voyez le coup de boost, hein, on parle forcément, j'avais dit qu'on ne parlerait pas de Messi, mais c'est vrai qu'il y a un coup de boost lié à l'arrivée de Messi, et tout le monde veut essayer d'en profiter, vous savez, les fameuses théories du ruissellement. Bref, tout ça pour dire que l'United Soccer Federation leur dit attendez les mecs, non, vous êtes là, vous venez à l'US Open Cup. Bon, ils ont fini par trouver un accord en février dernier, et concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2024, il y aura 8 franchises de MLS sur les 29 qui vont participer. Je peux vous les donner. Je sais pas si Macron est le boss de la MLS, mais bon. Il y a 8 équipes de la MLS sur les 29 qui vont y participer. Atlanta United, Dallas, Los Angeles FC, Real Salt Lake, les Quakes de San Jose, les Seattle Sounders, le Sporting Kansas City et le tenant du titre, Houston. Concrètement, ils ont trouvé un accord comme quoi ça serait les 8 meilleures équipes qui ne participent pas à la Conca Champions cette année, qui participent à l'US Open Cup. Et à leur côté, il y aura 11 équipes de MLS Next Pro. La grande question, ça va être de savoir que va-t-il se passer l'année prochaine si ils ne sont pas en train d'essayer de mettre un gros coup à l'US Open Cup. Je vais y revenir dans un instant. Ça sera donc la première fois, donc depuis 2011, que des équipes de MLS ne participent pas, que toutes les équipes de MLS ne participent pas, jusqu'à 2011 en fait, comme le nombre d'équipes engagées en US Open Cup était plus réduit, on sélectionnait les meilleurs de chaque ligue, concrètement, alors qu'après on a ouvert, il y a eu une expansion et on a ouvert à toute la MLS. Bref, mais le conflit, le nerf de ce conflit, le cœur du conflit, vous l'avez forcément deviné, c'est l'argent. C'est forcément l'argent et derrière, les droits télé. Alors, vous le savez tous, la MLS a signé un accord de diffusion absolument colossal avec Apple, 2,5 milliards sur 10 ans, pour diffuser ses compétitions, je le disais, via le MLS Season Pass. Du côté de l'USL, il s'est passé des choses assez récemment, puisque en novembre dernier, quelques semaines avant justement cette annonce de la MLS, et vous êtes en train de le voir sur les images si vous êtes devant les images, l'USL a franchi un cap puisqu'elle a signé un accord de diffusion avec le réseau CBS Sport. CBS Sport, c'est un réseau immense. Alors, pour vous donner une idée sur ce que va représenter cet accord, 100 matchs d'USL Championship et d'USL 1, donc niveau 2 et niveau 3 de la pyramide, seront diffusés sur ce réseau. Certains sur le réseau télé de CBS. Attendez, je suis en train de regarder un truc. Certains sur le réseau télé de CBS, d'autres sur le réseau CBS Golasso. Alors, pour vous donner une idée, je sais peut-être que sans doute certains le savent, CBS, aux États-Unis, a les droits de la Champions League européenne, de l'Europa League, de la Conference League, de la Serie A, du championnat d'Argentine, du championnat du Brésil, de la Nations League, de la Ligue américaine féminine, de la Super League féminine anglaise, du Scottish Premiership et de la Champions League asiatique. C'est-à-dire qu'il y a un catalogue footballistique immense du côté de CBS et l'USL entre désormais dans ce catalogue-là, ce qui veut dire que les gens, pour vous donner une comparaison simple, si vous voulez voir la MLS, vous avez que le MLS Season Pass avec la Leagues Cup et le MLS Next Pro. Si vous voulez voir l'USL, vous pouvez prendre CBS, et si vous vous abonnez à CBS, sachant qu'il y a des matchs qui passent sur le réseau gratuit,
sur les chaînes de télé, et ben vous avez en plus la Champions League, la Serie A, enfin voilà, des top championnats du monde et des top compétitions mondiales. Donc vous imaginez que ça peut avoir un effet réel. C'est un réseau absolument fou. Sachez qu'il y a 15 jours, pour vous donner une idée, il y a 15 jours, Louisville affrontait Indy 11 en USL, justement, en USL Championship. C'était diffusé sur CBS, sur les réseaux télé de CBS. Ça a attiré 362 000 spectateurs. Ce week-end-là, le Trafico qui était diffusé à la télé, donc je sors du MLS Season Pass par Fox, a attiré 211 000 spectateurs. Alors ça a permis de dire l'USL a attiré plus de monde sur ce créneau-là que la MLS. C'est un petit peu provocateur parce qu'il faut pondérer aussi, c'est-à-dire que à la même heure que le Trafico, c'est-à-dire LAFC et les Galaxy, il y avait les autres matchs de MLS, il y avait aussi la possibilité de le suivre sur MLS Season Pass, et il y avait aussi le Final Four de NCAA. Donc voilà, mais quand même, c'est pas des chiffres anodins, 362 000 personnes devant un match de deuxième division, de l'équivalent deuxième division, c'est pas mal. Et donc vous avez d'un côté la MLS qui a son propre réseau de diffusion avec Apple. Vous avez de l'autre côté l'USL qui a son réseau de diffusion maintenant encore plus grand avec CBS, en tout cas plus grand à l'échelle américaine. Et au milieu de tout ça, vous avez l'US Open Cup qui, elle, est diffusée par TNT Sport. Certains matchs étaient disponibles sur YouTube sur certains tours de l'USL. Et vous comprenez donc où est l'enjeu. L'enjeu, il est aussi sur ces droits télé. Et concrètement, pour schématiser, de savoir lequel des deux est le plus fort. C'est pour ça qu'on pourrait avoir donc en toile de fond, c'est pour ça que l'on a en toile de fond, battre le Final Four de baseball universitaire, bonne chance, on est d'accord. Mais c'est pour ça qu'en toile de fond, vous le voyez, il y a la volonté d'être le seul et unique représentant du football aux États-Unis, en tout cas le représentant majeur. Vous avez bien compris. Je vais vous montrer d'ailleurs un tweet qui a été publié par l'USL parce qu'il n'est pas anodin. Après l'annonce de la MLS de quitter l'US Open Cup, l'USL a tweeté juste après qu'elle est aux côtés des fans du pays qui veulent conserver une compétition authentique et inclusive, comprendre ouverte à tous, concrètement. Et le choix des mots est important parce que il y a une guerre qui est en train de se mettre en place. La MLS, on le sait pour l'instant, est attirée par la volonté d'avoir une aura, une répercussion mondiale. L'USL est en train de gratter plutôt à l'échelle du pays, à l'échelle locale, et est à l'écoute de certaines choses. Et cette course, entre guillemets, vers l'authenticité, elle est importante. J'en profite pour remercier Maximovic pour le follow. Merci à toi et bienvenue à toi. Elle est importante, cette course à attirer et à l'authenticité, parce que depuis, il y a des rumeurs, et en tout cas, les propriétaires de franchises du SL Pro sont en train de se mettre, on va pas dire se mettre d'accord, mais d'envisager, de mettre en place le fameux système de promotion-relégation qui a beaucoup de défenseurs aux États-Unis, qui vient forcément percuter, on en parle assez fréquemment, le côté culturel des grandes ligues américaines, mais qui a une importance prise différemment parce que il y a un élément à prendre en compte dans tout cela. Donc l'histoire de promotion-relégation, ça serait entre ces trois ligues, concrètement, entre ces trois ligues du SL. Je rappelle donc que 2 des 3 ligues sont diffusées sur CBS, c'est quand même pas anodin. Et en fait, cette quête d'authenticité et cette possibilité d'ouvrir à la promotion-relégation, c'est aussi lié à une hype, forcément, parce qu'il fallait convaincre des gens. Il y a toujours des gens qui étaient défenseurs de ça, mais il y avait des détracteurs, parce que je le rappelle, c'est un vrai combat culturel, philosophique presque aux États-Unis. Mais il y a cette fameuse série sur Wrexham, qui passe sur Disney+, qui cartonne sur Disney+, dont le propriétaire est Ryan Reynolds, acteur quand même assez connu, et qui a séduit énormément de monde. Et ce côté partir de rien, arriver vers la grandeur, vous voyez ce que je veux dire, ce grand American Dream, la promotion-relégation peut l'offrir. Et donc, on est en train d'entrouvrir légèrement la porte du côté de l'USL. Ça pousse dans ce sens-là. Futur actionnaire de Necaxa, Ryan Reynolds, exactement. Bref, c'est en train de commencer à s'entrouvrir un petit peu. On ne dit pas qu'on va y aller. Sachez que il y a quand même une réaction à tout cela du côté de la MLS. C'est que la MLS, elle, de son côté, il se dit
que la MLS, beaucoup de gens, en tout cas informés, hein, qui suivent les coulisses de tout cela, essayent d'attirer de nouvelles équipes en MLS Pro Next. Et pour cela, elle leur vend l'idée de l'arrivée d'une future deuxième division. Il se dirait aussi, il y a des rumeurs qui datent depuis quelques années, comme quoi une fois que la MLS arriverait à 40 équipes, à 40 franchises, il pourrait y avoir l'ouverture vers la promotion-relégation. Sachez qu'il y a un très très gros courant pro-rel, promotion-relégation aux États-Unis, qui est très important, qui est très actif. On imagine que le premier des deux qui va le mettre en place, voilà, va s'ouvrir un nouveau marché. On n'est plus à l'époque à essayer d'avoir des marchés. Et donc, il y a cette guerre, Et cette guerre, elle n'est pas sans rappeler une autre guerre qui a eu lieu aux États-Unis. Et ça me permet de faire encore un petit peu d'histoire, que l'on appelle la Soccer War. Alors, si vous tapez un jour sur Google American Soccer War, vous allez forcément tomber sur le Salvador, Honduras. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas le sujet. C'est la Soccer War, l'American Soccer War. C'est un conflit qui a opposé l'US Football Association et l'American Soccer League, qui était la ligue professionnelle de l'époque, dans les années 20, à la fin des années 20. Et l'enjeu était exactement le même, prendre le contrôle du football aux États-Unis. Et pour cela, on se battait à coups aussi par US Open Cup interposé. Vous voyez des coupures de l'époque où ça parle de menacer le sport, le football, et ça a fait plus que le menacer, cette Soccer War, puisque derrière, en plus, ils sont tombés à une époque où il y a eu la Grande Dépression derrière, après le crash de 29, et ça aboutit sur quoi? Ça aboutit à l'époque sur la disparition du football professionnel aux États-Unis. Il faudra attendre ensuite son retour avec la NASL dans les années 60. Alors on en est loin, les temps ont changé, on n'est pas en train de dire qu'on va avoir une Soccer War qui va détruire le football aux États-Unis, mais attention quand même, parce que, je le disais, pendant que la MLS est en train de vouloir une visibilité à l'international, et que de l'autre côté, l'USL vise les fans locaux pour essayer de les attirer dans ses filets, il faudra bien être attentif à ce qui se passera après 2026. Alors on se projette, mais c'est dans 2 ans, parce qu'une fois que la Coupe du Monde sera placée, une fois que Messi ne sera plus là, eh ben, il faudra pouvoir venir à attirer. Parce qu'on ne va pas se mentir, si la MLS est en train d'attirer certains regards internationaux, c'est parce qu'il y a Messi. On va prendre un parallèle. Les médias argentins s'intéressaient à la Ligue 1 quand il y avait Messi. Aujourd'hui, ils suivent plus la Ligue 1. Hein. On va pas se mentir. Et c'est un peu pareil avec la MLS. Les clubs ou franchises devront-ils choisir de rester en MLS ou rejoindre l'USL? On verra qui va se tomber. Non, pour l'instant, tu peux aller soit dans... Enfin, tu peux aller. Non, puisque la MLS, il faut qu'elle ouvre les portes. Il y a un droit d'entrée qui est assez élevé. Donc, tu peux, oui et non. Et l'USL, bah, c'est pareil. Il y a un droit d'entrée qui est un peu moins élevé. Mais voilà, il y a un cahier des charges pour pouvoir entrer dans ces ligues-là. Mais voilà, après, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de clubs d'USL qui sont allés vers la MLS parce que, évidemment, pour l'instant, le pouvoir économique, la puissance économique, elle est en MLS. La rentabilité, entre guillemets, si tu veux viser un seuil de rentabilité, tu as plus de chances de l'atteindre en MLS, même si c'est un peu compliqué. Tu peux avoir 2 ligues rivales comme ça qui n'ont rien à voir. C'est ce qui se passe. Concrètement, les franchises actuelles de MLS pourraient-elles se barrer en USL? C'est une très bonne question, on verra. Ça sera tout l'enjeu de savoir qui va gagner cette guerre. Peut-être qu'il n'y aura pas de vainqueur et qu'on restera avec 2 ligues parallèles, mais c'est un débat qui est intéressant. C'est un mouvement qui est en train de changer, qui est en train d'animer les coulisses du football, vous voyez, derrière la vitrine. C'est aussi ce qui permet de montrer qu'il y a un véritable cœur footballistique aux États-Unis. C'est pas la première fois que je le dis, mais voilà. Et donc, je le disais, tout l'enjeu, tout l'intérêt de cette lutte, on n'est pas au niveau de la Soccer War des années 20, où ça a entraîné l'explosion totale. On n'est pas au niveau de la Soccer War des années 20, mais on pourrait avoir des lignes qui bougent, et peut-être qu'à terme, peut-être qu'un jour, les deux fusionneront, qui sait? On n'en sait rien, mais à suivre après donc 2026, mais au moins, vous l'aurez vu ici en premier. Les acteurs de MLS parlent publiquement ou silence de quitter? Non, pour l'instant, ça parle de rien. Ils ne parlent pas du SL, les acteurs de la MLS. Pour donner une idée, il y a quand même eu une passerelle véritable entre les deux, puisque en 2013, il y avait eu un accord qui avait été signé entre la MLS et l'USL pour que les équipes réserves de MLS, à l'époque, MLS Pro Next n'existait pas, pour que les équipes réserves de MLS jouent en USL. Et c'était le cas. Donc voilà. L'USL, c'est la D2, mais tu vois, c'est un abus de langage, dans le sens où, comme il n'y a pas de passerelle,
C'est le deuxième étage de la pyramide footballistique, mais il n'y a pas de, il y a aucun lien entre les différents étages. C'est pas comme chez nous. Est-ce que l'on peut schématiser par MLS, modèle des ligues US, USL, modèle des championnats européens non américains? S'ils ouvrent à la ProRel, c'est clairement ce qui va se passer, PS Milovic. C'est exactement ça. C'est voilà. Et ça peut être à voir comment les fans réagiront et à voir comment ça permettra de développer un petit peu plus. Hein, on verra. C'est tout l'enjeu de la suite. On n'est pas encore, hein. Pour l'instant, on se bat à coups d'annonces, on se bat à coups de petites rumeurs qu'on dépose dans les médias. Je vous disais, hein, le ProRel, la MLS en parle aussi. Donc on n'est pas encore à 100% dans ces luttes-là, mais qui sait? Mais qui sait? En tout cas, à suivre et ça peut être extrêmement intéressant. Et je vous dis, hein, on n'est pas à l'abri aussi. Peut-être que ça fusionnera, hein, tout simplement. Je pense pas. Enfin, je sais pas. On n'en sait rien en fait. On verra bien. Mais voilà. En tout cas, vous voyez que il y a quand même quelque chose. Voilà. Pour ceux qui pensent que la MLS c'est juste passager, c'est juste une vitrine, c'est juste un truc en cours de développement. Vous voyez qu'il y a quand même un cœur footballistique assez important aux États-Unis. Vous avez vu sur les cartes que le maillage est quand même hyper grand. Tout le pays est vraiment maillé par ces différentes ligues qui existent et donc il y a du football partout aux États-Unis. On est à la fin de ce dossier. On va passer à la dernière rubrique, l'avant-dernière. La dernière, c'est les rendez-vous. Mais voilà. J'ai vu que le Canada allait jouer la prochaine Copa América. On n'en a pas parlé, Maximovic, c'était pas au programme ce soir. On parlera hein, de la Copa América un de ces jours. On pourra s'y lancer un petit peu. Du soccer, pardon. PS Milovic. D'ailleurs, tu sais, ou peut-être, probablement, tu sais que soccer, à l'origine, a été utilisé aussi par les Anglais. En fait, soccer, c'est parce que les joueurs de foot, à la différence des joueurs de rugby, jouaient avec des chaussettes soccer. Pour soccer. Et en fait, il y a toute une étude, c'est hyper intéressant. Il y a une étude universitaire où un gars s'est amusé justement à parcourir les journaux fin du 19e, début du 20e et jusqu'à nos jours pour essayer de voir le taux d'utilisation du terme soccer, du terme football, hein, pour parler de football, soccer, enfin, vous voyez ce que je veux dire, de notre football, du sport roi. Et c'était assez kiff-kiff entre les Britanniques et l'Amérique du Nord et les États-Unis au début du siècle dernier, et en même temps, c'est assez logique. Je l'ai peut-être même appris ici. C'est possible que j'en ai déjà parlé, ouais, PS Milovic. Mais voilà. Donc, concrètement, voilà. Mais aujourd'hui, c'est entré dans les termes soccer, mais bon, voilà. On suivra ça avec attention en tout cas. On passe à la suite. La suite, vous savez ce que c'est, hein, forcément. La suite, ce sont les Golasso Hello. Alors, on va commencer par regarder qui s'est imposé la semaine dernière, le temps que je puisse l'afficher. Justement, on était aux États-Unis. On va y rester, puisque c'est Steven Moreira qui a gagné la semaine dernière avec cette frappe tout en finesse. C'était face à Portland. Voilà, dévasté qu'Enamorado n'ait pas gagné. Je suis complètement d'accord, WattRT. Tu vois, il a eu ses partisans, mais apparemment, les votants préfèrent les gros parpaings. Donc la grande question, c'est pour les Golasso Hello de cette semaine, est-ce que je vais leur offrir des gros parpaings? Vous savez quoi, la réponse, je vais vous la donner tout de suite. Il va y avoir les 4 candidats de la semaine. Écoutez, allez-y, hein, dégustez-les. Précision quand même, j'espère que vous êtes bien, sinon mouillez-vous un petit peu la nuque, il y a des choses assez folles.
Voilà, vous avez la combinaison de l'espace sur un coup d'envoi venu du Venezuela, un petit parpaing venu de MLS, une feinte, et puis surtout les doubles crochets de Wesley, et vous avez le ciseau incroyable de Luciano Cabral avec Coquimbo Unido. Ça vient du Chili, donc. Pour voter, ça va être simple, ça va se passer soit sur Twitter, je vais à la fin de cette émission lancer un sondage, les buts seront revisionnables autant que vous le souhaitez dans la suite, dans le fil Twitter. Vous pourrez aussi les visionner directement sur YouTube puisque je vais poser la vidéo sur YouTube et vous pouvez voter également dans le Discord de Lucarne Opposé. Donc voilà, je me tâte, ciseaux ou dribble, vous choisissez. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts cette semaine. Vous allez avoir une semaine. Je me reconnais dans le défenseur brésilien qui finit sur les fesses. Je ne donnerai pas son nom, respectons l'honneur des deux, parce qu'il y en a un qui tombe à la Boateng et l'autre qui glisse sur 10 mètres, sur la fin de corps. Bref, vous allez avoir une semaine pour élire votre Golasso Hello, et puis on donnera la réponse lundi prochain. Voilà, salut à Isanoé, tu étais à la fin de l'émission. Oui, c'est mon ami qui glisserait, c'est pour ça que je donne pas son nom. Salut à Isanoé, voilà. Oui, salut, on est à la fin de l'émission. Les rendez-vous, alors cette semaine, pas beaucoup de rendez-vous, parce que déjà, il n'y a pas de Libertadores, il y a de la Conca Champions, mais c'est très tard, donc je suis pas convaincu. On a un match à 3h15 et un match à 4h15, je suis pas convaincu de l'utilité de faire un live à 3h ou à 4h du matin. Je sais pas si je serai encore en vie à ce moment-là, façon de parler. Petite annonce, il y aura pas de stream MLS samedi soir, puisque je ne serai pas disponible. À voir si je peux faire la finale du championnat d'Argentine, je crois que c'est dimanche, je sais pas si l'heure est donné. Ouais, il y a Boca demain qui joue, mais Estudiantes Boca, voilà. Bref, peut-être finale du championnat d'Argentine. Sinon, c'est simple. Le prochain rendez-vous ensemble, ça sera lundi prochain pour le nouveau rendez-vous, le 3e rendez-vous de cette lucarne américaine. D'ici là, voilà, ça va me laisser le temps de vous saluer mon équipe argentine, contrairement à ce qui est affiché derrière, même si j'ai beaucoup d'affection pour Argentinos, c'est River Watt. Ils n'ont pas touché les pigeons Argentinos sur la séance de tir au but. Ils sont tombés sur un gardien qui les a sortis raide. Bref, le temps de vous saluer. Vous remercie d'avoir été présent dans le chat. Toujours un plaisir de vous retrouver. De vous rappeler de ne pas oublier d'aller notamment sur YouTube par exemple pour laisser des pouces ou des commentaires. C'est hyper important pour l'algo, soi-disant, on verra. La vidéo de cette émission sera en replay forcément sur YouTube. Je vais aussi découper comme je faisais pour le 9-10. Si vous voulez juste regarder les news ou le dossier, je vais les découper et les poser dans la semaine. J'en profiterai pour poser le dossier de la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de déposer sur YouTube, qui était consacré à Israël et sa place peut-être en CONMEBOL, enfin en tout cas tout ce que ça pouvait générer autour de cela. Donc ça arrivera au fur et à mesure des prochains jours. Merci d'avoir été dans le chat, merci à tous ceux qui nous suivent sur Twitch, sur Kik, sur YouTube, sur les différentes plateformes de podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, venez sur Discord, n'hésitez pas, vous verrez qu'il y a des gens qui ne dorment jamais. En tout cas, Hello, c'est la planète où ça ne dort jamais, donc n'hésitez pas. On se donne rendez-vous donc lundi prochain à 22h pour l'épisode 3 de Lucarne Américaine. D'ici là, bon match de foot au pluriel forcément parce qu'on est très très loin, et à la prochaine sur Hello TV. Salut tout le monde.